Voilà, donc bienvenue pour ce 5e Sgenix. Le sujet d'aujourd'hui, c'est quelle gouvernance pour le monde d'après? Et on reçoit pour en parler ce matin David Dreyer, qui n'a même pas eu besoin de flinguer son bilan carbone, puisqu'il nous rejoint en direct de la Suisse. Salut David, voilà, c'est à toi. Hello, magnifique. Merci beaucoup, Gonel, pour l'invitation. J'ai du plaisir à être là pour aborder ce sujet-là ce matin. Un petit clin d'œil, et je t'en parlais hier en préparant ça, c'est la deuxième fois que j'interviens auprès d'un syndicat. Et j'aime bien rappeler que le gros de mon travail, c'est de faire disparaître les syndicats à terme, c'est-à-dire de construire un monde où les rapports de force ne sont plus les mêmes, où il y a plus d'écoute, plus de respect et où a priori on n'a plus besoin de ce type de structure. Mais en même temps, je peux te rassurer, de ce que je vois à travers mon activité, il y a encore du boulot pour vous, pour un moment. Voilà, donc je vais me lancer dans ce sujet-là, et en m'inspirant un petit peu de ce que tu avais fait, Gonel, dans ta première présentation. Il était peut-être intéressant de parler un petit peu du capitaine ou du cartographe, en l'occurrence, pour bien comprendre d'où je parle. Je vais vous partager un petit peu ma vision du monde, ma vision de la gouvernance. Et eh bien, c'est intéressant de comprendre un petit peu mon parcours pour ça. Alors pourquoi je prends l'image du capitaine? C'est parce que j'ai décidé aujourd'hui de m'orienter sur l'eau et les bateaux. Vous allez voir que c'est une image qui va revenir beaucoup. Voilà. Donc, qui suis-je? Donc David Dreyer, effectivement, j'habite en Suisse. À la base, j'ai une formation d'ingénieur en informatique. Et puis, j'ai eu un parcours professionnel avec passablement de rebondissements, notamment, à une époque, j'ai complètement quitté ce domaine-là pour, m'engager plus dans des activités artistiques, desquelles je suis sorti il y a une bonne dizaine d'années pour m'intéresser à l'intelligence collective. L'intelligence collective sous plein de formes différentes, avant de tomber dans, une forme plus spécifique de gouvernance partagée, dont on aura l'occasion de reparler, qui s'appelle l'holacratie, que j'expérimente depuis 2014. Donc depuis 2014, date de la fondation d'une petite start-up dont l'objectif à l'époque était de créer un logiciel de soutien à ces méthodes de gouvernance partagée, logiciel existe encore et qui continue d'être utilisé et qui a vraiment permis pour moi de plonger dans les aspects plus techniques et une grande compréhension des différents mécanismes de la gouvernance partagée, en tout cas de cette forme-là. Depuis 2016, je suis membre d'une organisation qui s'appelle l'Instant Z, qui forme et qui accompagne les organisations à cette transformation-là. Et puis plus récemment, j'ai rejoint une équipe autour encore une autre méthode qui s'appelle la gouvernance cellulaire et qui permet voilà, de croiser un petit peu nos différentes inspirations, nos différentes expériences pour enrichir notre perception de qu'est-ce que c'est la gouvernance partagée, qu'est-ce qui marche pas, etc. La métaphore de l'eau, avec tout d'abord l'idée d'une vague. L'idée d'une vague, pourquoi? Parce que la gouvernance partagée, c'est quelque chose dont, me semble-t-il, et c'est pas seulement moi qui suis plongé dans cet univers qui devrait le percevoir, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus, qui intéresse ou qui questionne de plus en plus de monde. Et une question sous-jacente à ça, c'est est-ce que nous sommes dans un effet de mode ou bien est-ce que c'est quelque chose qui s'inscrit dans un plus long terme? Si c'est un effet de mode, on peut se permettre de l'ignorer en se disant que ben voilà, il y a une petite vague et puis elle va passer, elle va nous éclabousser peut-être un petit peu et puis ensuite elle va disparaître. Ou est-ce qu'il y a un mouvement de fond, une lame plus grande qui est en préparation, auquel cas il faut se préparer, il faut sortir sa planche de surf. Hop là. J'ai mon diaporama qui n'a pas l'air de vouloir avancer. Voilà. Donc, revenir un petit peu simplement sur cette mécanique de la vague. Quand elle est au large, quand il y a du fond,
eh bien, c'est un bref mouvement de surface. On ne le voit pas nécessairement. Il est plus ou moins imperceptible. Et puis, plus ça s'approche du bord, cette vague, eh bien, plus elle va prendre de l'amplitude. Au début, elle a de la vitesse et à la fin, elle a plutôt de l'amplitude. Donc, parfois, des petites choses qu'on ne voit pas venir, eh bien, se transforment, comme par exemple sur ce schéma de tsunami, en quelque chose d'inévitable, d'incontournable. Et je fais le lien un petit peu avec l'histoire de ce siècle qui vient de s'écouler, pour fêter, en gros, une centaine d'années, en tout cas, à la gouvernance partagée. Avec la notion de pré-sociocratie, qu'on retrouve en 1926 avec avec Kees Boek. Alors je m'excuse auprès de lui déjà pour écorcher son nom. C'était un Suédois, enseignant justement auprès d'une école de type Montessori, qui a posé un certain nombre d'éléments assez peu formalisés, visionnaires, et qui sont encore des éléments qu'on trouve aujourd'hui inclus dans la plupart des formes de gouvernance partagée. Euh, L'élection sans candidat, pour ne prendre que cet exemple, qui permet de procéder à l'élection au sein d'un groupe de la personne la plus adéquate pour porter une tâche clé, sans qu'il y ait besoin au préalable de demander ou d'identifier un certain nombre de candidats, de leur faire poser un certain nombre d'éléments qui justifient la validité de leur candidature. Eh bien, c'est un élément qui a été posé en 1926 et que nous, on utilise encore couramment, de même que passablement de formes de gouvernance partagée. Et c'est là que je parle de ces petites vagues, c'est qu'il y a des choses qui émergent comme ça à certains moments, et puis qui mettent du temps à prendre un petit peu d'amplitude. Et il faudra attendre, en l'occurrence ici, 1970, pour que la sociocratie, qui reprenne un certain nombre de ces éléments et les enrichisse d'éléments supplémentaires, eh bien, soit vraiment théorisée par Gérard Hindenburg. Et cette sociocratie, eh bien, elle est restée utilisée et applicable dans sa forme. Alors, elle peut l'être encore aujourd'hui, bien qu'il y ait de nombreuses évolutions et qui poussent à ce qu'on explore un peu plus loin, mais elle est restée dans cet état-là jusque dans les années 2000 facilement. Plus le temps passe, plus on a d'expériences ou de méthodes qui apparaissent. Alors, je ne suis pas exhaustif sur ce schéma-là, parce que je ne suis pas non plus un universitaire qui aurait fait une recherche approfondie sur tout ce qui existe. Donc, probablement que j'en oublie. Il y en a sûrement que l'histoire est parsemée d'éléments qui n'ont pas été portés à ma connaissance. Mais l'idée, c'est de faire sentir quand même qu'il y a une tendance de fond. Là, je cite au passage la méthode du Dragon Dreaming, qui est une forme d'organisation collective développée par John Croft, qui a passablement d'adeptes à travers le monde. Il y a pas mal de communautés qui portent cette méthode-là, qui l'utilisent et qui la diffusent. Et puis en 2008, eh bien, il y a un petit peu cette forme particulière qu'est l'holacratie, qui est une approche qu'on dit constitutionnelle. C'est-à-dire qu'elle s'appuie sur non seulement une façon de faire, mais un ensemble de règles beaucoup plus précis que les versions précédentes. Et puis, cette constitution, eh bien, ça devient un document de référence, un document de loi auquel chacun, au sein d'une organisation, s'engage, vis-à-vis de quel chacun s'engage, en faisant passer l'autorité de personne à l'autorité de cette règle, comme on pourrait le faire au sein d'un pays. La Constitution, telle qu'elle est définie dans nos sociétés, eh bien, c'est le document qui chapeaute l'action des politiques. En principe, les politiciens sont contraints dans leur champ d'action constitutionnel. Et à la suite de cette holacratie, eh bien, on a énormément de choses qui sortent. Alors là, vraiment, je n'ai pas été exhaustif.
On a l'holicratie, on a la gouvernance cellulaire, on a le modèle Z, qui sont autant de variantes avec des petits points de différence. Et en parallèle que sortent ces différents modèles, eh bien, on va aussi en parler beaucoup plus. Si on regarde au niveau média, au niveau presse ou au niveau de l'écriture de livres, eh bien, il y a pas mal de choses. Là aussi, je n'ai pas été exhaustif, mais je pense à un livre qui a fait particulièrement parler de lui, c'est celui de Frédéric Laloux, Reinventing Organization, qui a été lu de façon très large et qui a inspiré énormément de gens dans cette recherche d'alternatives. Dans ce livre, notamment, on voit que au-delà de ces modèles que moi j'ai listés un petit peu sur la partie haute du diagramme, eh bien, il y a plein d'expériences qui sont faites par des individus hors de tout cadre, hors de tout modèle, qui sont autant d'éléments à rajouter finalement à cette variété de choses. Donc, avec cette augmentation, eh bien, j'ai envie de revenir à mon image de la vague, de penser qu'il y a une vague qui est là, il y a un mouvement de fond, et il ne va pas disparaître du jour au lendemain. Ça vaut la peine de s'y intéresser. Pourquoi est-ce que ça vaut la peine de s'y intéresser? Parce que on est dans une étape de changement de vision du monde. J'avais une image que j'aimais beaucoup, que j'avais lue dans un livre de développement personnel, qui disait que si à un moment donné, pour traverser la rivière, on a construit un radeau, eh bien une fois que la rivière elle a été traversée, ça ne sert à rien de s'obstiner à conserver ce radeau pour le tirer avec soi. Le radeau, il a servi à faire ce qui devait être fait, c'est-à-dire à traverser la rivière, et on peut l'abandonner là, et pour rentrer dans la forêt, par exemple, eh bien, il y a d'autres outils à développer. Et donc, le changement de vision du monde auquel je parle, eh bien, c'est ce type d'énergie-là. C'est qu'on a utilisé un certain nombre de choses qui nous ont servi. Elles nous ont servi à passer un certain nombre de caps, à franchir un certain nombre d'obstacles. Mais à un moment donné, il ne faut pas s'accrocher inutilement à ces éléments-là. Il faut être capable de les abandonner sur le rivage pour continuer notre route avec d'autres outils. Et ça, on va le retrouver dans l'évolution des modèles d'organisation. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on retrouve passablement dans le livre de Frédéric Laloux en termes de structure d'organisation de type entreprise, mais c'est aussi des changements dans les structures sociales et dans les structures individuelles. Alors, je ne rentre pas spécialement dans le détail, mais je voulais mettre en avant trois grands mouvements, avec un petit clin d'œil sur le troisième, mais je reviendrai. Un premier mouvement que je qualifierais de paternaliste. Qu'est-ce que c'est que le paternalisme? Eh bien, c'est définir qu'il y a une sorte d'ordre naturel des choses, qui a besoin d'un gardien. Un gardien parce qu'on est dans une vision du monde où on pense que l'homme est plutôt est mauvais ou faible, il doit être protégé de lui-même, et que du coup, on a un roi, un empereur, un chef religieux qui édicte les règles, qui va protéger la population d'elle-même. Un tel modèle, il a une tendance, et on l'entend bien dans le terme paternalisme, eh bien, c'est celui de l'infantilisation. C'est-à-dire, c'est de déléguer notre responsabilité à quelqu'un qui sait mieux, à quelqu'un qui nous dit quoi faire et qu'on va respecter. Ça a été la façon de s'organiser à l'époque médiévale, à l'époque des grands empires. Et puis, pour se détacher de ce roi omniprésent, eh bien, il y a une autre forme de pensée qui est portée par les Lumières, notamment, qui a émergé au fur et à mesure, d'abord sous la forme de la bourgeoisie qui a contesté le pouvoir du roi, etc., jusqu'à trouver une place qui se retrouve révélée dans ce qu'on peut appeler aujourd'hui une certaine forme de capitalisme. Le passage de l'un à l'autre ne s'est pas fait de façon légère.
D'accord? Il y a eu beaucoup de conflits. Il y a eu par exemple une grande tendance de l'Église à ne pas perdre son pouvoir. Ça a donné place à l'Inquisition, c'est-à-dire que se sentant menacé, eh bien, un système va lutter de toutes ses forces avant de laisser tranquillement émerger le suivant. Cet utilitarisme, eh bien, il est beaucoup plus individualiste. Il est basé sur l'idée que un petit peu tout est autour de nous, c'est des opportunités, c'est des ressources, que la notion de morale, ben, elle n'existe pas vraiment. La nature est ce qu'elle est, donc on serait plutôt dans une forme d'amoralité. Heu et puis, avec cette idée aussi que, ben, les plus malins, c'est ceux qui survivent, donc ça nous rentre dans un système plutôt compétitif. La troisième vague qui apparaît, que j'ai appelée, avec, pour faire un petit clin d'œil, le gauchisme. Heu et bien, c'est cette vague qui porte les notions de gouvernance partagée. Alors bien sûr, gauchisme, c'est super caricatural, c'est plutôt, humaniste, en fait. C'est l'idée que chacun est unique, que chacun mérite le respect, que chacun mérite la satisfaction de ses besoins et qu'on va construire une société meilleure si on essaye d'être inclusif. C'est un mouvement qui est ancien aussi, hein. Il date, mais il prend de plus en plus d'ampleur et on remarque qu'aujourd'hui, il a de plus en plus d'impact, sur nos sociétés, sur les minorités diverses et variées. À terme, eh bien, probablement que ce système-là, il va, prendre sa place, il va remplacer ou il va dépasser ou au moins il va être équivalent à ce modèle utilitariste, que moi je souhaite en tout cas, quitter, de mes vœux. Mais ça ne se fait pas sans une certaine, heu, un combat, hein, d'une fois d'une autre, d'un système qui essaye de résister à l'autre et je pense que le terme gauchisme et bien justement, ça fait partie de ce combat qui est mené contre cette idéologie qui est plus inclusive. Cette petite image de au bord au bord du précipice, c'est de se dire que si, au préalable, si pendant qu'ils étaient en train de naviguer sur la rivière, il y avait un de ces kayakistes qui avait été en train de, mmh, de se préparer un parachute, sûrement que les autres se seraient moqués de lui. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas au bord de la chute, eh bien, ceux qui anticipent un petit peu sur ce qui peut arriver sont souvent moqués. Et du coup, ça me permet d'ailleurs de rendre à César un petit peu ce qui est à César, ou plutôt un syndicaliste, ce qui est souvent attribué à Gandhi. Cette phrase: «D'abord, ils vous ignorent, ensuite ils vous ridiculisent et après ils vous attaquent et veulent vous brûler. Mais ensuite, ils vous construisent des monuments». Donc c'est vraiment cette idée que quand on est précurseur de quelque chose de nouveau, eh bien, on va passer par plusieurs enfin la société, dans son ensemble, elle va passer par plusieurs états, plusieurs façons d'être perçue et ça ne veut pas dire que votre combat, il est pas juste. Heu, Parce qu'un certain nombre de causes, eh bien, ont vaincu dans l'histoire. Et là, c'est la question de savoir si cette vague qui porte des alternatives de gouvernance, si cette vague qui porte ce modèle de société plus respectueux, plus inclusif, eh bien, c'est quelque chose qui est appelé à durer, à remplacer le système actuel, avec toutes les difficultés qu'on peut rencontrer aujourd'hui où effectivement, d'abord ça a été ignoré, ensuite c'est un petit peu ridiculisé et puis à un moment donné, ça sera probablement attaqué, plus que ça peut l'être aujourd'hui. Encore que, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, ou cette actualité-là, parce que c'est quand même une actualité assez spécifique, mais le PDG de Danone est quelqu'un qui a été souvent,
cité en exemple pour le travail qu'il a essayé de faire à l'interne de Danone, en termes de valeurs, en termes de responsabilité sociale, en termes de responsabilité environnementale. Alors j'imagine dans la limite de ce qu'est capable de faire une multinationale, mais à l'époque, moi je me suis formé à l'holacratie avec des gens qui travaillaient chez Danone, donc il y avait une volonté d'essayer d'expérimenter ça à l'interne. Eh bien, il a été licencié il y a quelques semaines. Les marchés se sont emparés de Danone et ont décidé que Danone se porterait mieux sans lui et ont exigé sa démission. Donc là, on est déjà dans les attaques frontales à certains modèles, c'est-à-dire qu'on ne veut pas leur laisser le temps de faire leurs preuves. On préfère les faire revenir le plus vite possible à des choses qui sont connues. Alors, je vais vous parler un petit peu plus de cette vision qui est portée par les notions de gouvernance partagée et qui, à mon avis, sont des modèles à explorer pour le futur. Donc, je reste dans mon imagerie aquatique. Je pense que la philosophie qui est derrière ça, c'est ce constat qu'en fait, on est tous dans le même bateau. La philosophie humaniste, c'est un petit peu ce qu'elle sous-tend, c'est qu'on est tous sur la même planète, notre destin à tous est lié, donc tant qu'à faire, faisons les choses ensemble, quoi. Essayons de trouver une issue aux défis qui se posent à nous, collectivement. Et ça me rapproche de cette citation de Jacques Rancière. Donc Jacques Rancière, c'est un philosophe français, je crois que c'est un constitutionnaliste notamment, qui a travaillé passablement sur les notions de démocratie, de constitution, etc. Qui, dans un film qui est paru il y a quelques années, qui s'appelle Démocratie, qui est tourné par l'équipe de DataGull, c'est vraiment un très bon documentaire qui questionne qu'est-ce que c'est que la démocratie. Eh bien, dans ce cadre-là, il parle du principe démocratique. Donc, un principe démocratique, c'est celui d'une communauté qui est basée sur la croyance que la façon que chacun a de penser et de juger est une capacité qu'il partage avec les autres. Sous-entendu, si chacun est capable de penser et si chacun est capable de juger, eh bien, les solutions que nous devons trouver, elles se font en écoutant le point de vue de chacun. Il y a une notion d'égalité dans la capacité à participer au débat. Et donc ça nous fait sortir de tout ce qui est élitiste, de se dire qu'il y a une caste, une élite, qui seule est habilitée à penser pour les autres. Donc on sort clairement de cette vision paternaliste et ce qu'on appelle aujourd'hui une démocratie, eh bien, c'est une tentative de mettre en application plus ou moins de façon pertinente ces principes. En tant que Suisse, eh bien, je constate qu'il y a une différence entre la démocratie ou entre l'application du principe démocratique sur le système suisse que l'application du principe démocratique sur le système français. Sur le système français, on voit qu'il y a quand même encore beaucoup cette notion d'élite, il y a quand même toujours ce paternalisme, et de ce paternalisme découle une certaine infantilisation. On va le retrouver aussi dans un certain nombre de structures, de grandes structures étatiques. Par exemple, dans tout ce qui est enseignement au niveau national, eh bien, des discussions que je pouvais avoir avec Gwenaëlle, moi je ne connais pas le système que vous vivez, mais il y a quand même une hiérarchie qui est encore très présente, très directive. Et dans le cadre des formations que je peux donner sur la gouvernance partagée, et surtout principalement des accompagnements, quand on propose d'accompagner une organisation, ce n'est pas tellement pour lui apprendre des outils, parce que ces outils, ils sont relativement simples. Ce n'est pas des règles qui sont très compliquées. Par contre, c'est des règles qui sont difficiles à appliquer dans un modèle de pensée classique. Et ce modèle de pensée classique,
Eh bien, euh, il est classique dans le sens où c'est plus ou moins le seul qu'on a étudié ou qu'on a vécu depuis notre naissance jusqu'à notre entrée dans le monde professionnel et le monde professionnel lui-même. C'est-à-dire, c'est quand même une forme de... Enfin, on reste dans cette notion de paternalisme, de celui qui sait. Donc, on va retrouver ça dans la cellule familiale, c'est les parents qui savent. Alors, bien sûr, hein, quand on est petit, ça vaut la peine de s'appuyer sur ce modèle-là. Il n'est pas à disqualifier d'emblée. Mais quand on arrive à l'adolescence, eh bien, il est parfois un peu moins pertinent. C'est-à-dire qu'on peut commencer à considérer que l'adolescent qu'on a à la maison, c'est quelqu'un qui est capable de penser et de juger, et on peut construire les choses de façon différente avec lui. Et dans le cadre scolaire, on va retrouver ça beaucoup aussi. Je fais partie d'une génération où je devais encore me lever à l'entrée du prof, en tout cas dans certaines de mes classes, par marque de respect. Et même dans mes études plus avancées en tant qu'électronicien ou en tant qu'informaticien, il y a pas mal de moments où j'ai été sanctionné, où la classe a été sanctionnée avec une attitude qui était clairement pas celle de nous considérer comme des jeunes adultes. Donc l'école nous forme aussi à ce modèle-là, modèle qui étant le seul qu'on l'on connaît, eh bien, nous le fait appliquer après dans notre environnement professionnel. Re-questionner ça, chercher quelque chose d'autre, eh bien, ça nécessite probablement un travail de toute cette chaîne, c'est-à-dire qu'en termes de technique d'éducation, du travail des parents, il y a quelque chose à faire. En termes d'enseignement, il y a aussi sûrement quelque chose à faire. Et puis ensuite, il y a les organisations qui changent. Une évidence, me semble-t-il, c'est que les jeunes d'aujourd'hui, en tout cas pour certains, ne rentreront pas aussi facilement que j'ai pu le faire ou que mes parents ont pu le faire dans des structures classiques, hiérarchiques ou paternalistes. Ils ont déjà une aspiration à être dans un cadre où ils comptent, où leur voix compte, où ils sont considérés. Et les organisations qui ont compris ça bien, sauront créer l'environnement qui leur est nécessaire. Et puis celles qui ne l'ont pas compris garderont à l'interne ceux qui se satisfont encore de ce genre de système. Parce que ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. On n'est pas tous prêts, on n'a pas tous l'aspiration à chercher ce principe démocratique dans l'entreprise aussi. Parfois, ça peut être très confortable de se mettre dans la situation où il y a quelqu'un qui nous dicte, en gros, notre conduite et les choses que l'on doit faire. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ces éléments qui sont constitutifs de ce qu'on appelle la gouvernance partagée en règle générale, encore que c'est un terme dans lequel on met passablement de choses. Et puis, quels sont ces éléments-là? Pour ça, eh bien, je vais faire un petit détour par une méthode de gouvernance partagée qui s'appelle la gouvernance cellulaire. Donc, c'est une forme que j'ai citée tout à l'heure, qui est assez récente dans le sens où elle a commencé à être connue en 2019 et elle est en constante évolution. Il y a une nouvelle version qui va sortir dans quelques semaines, qui est enrichie régulièrement par un collectif de professionnels, de gens engagés dans la gouvernance partagée. Et je la cite parce que elle met en avant trois piliers de ses objectifs. C'est-à-dire, la gouvernance cellulaire considère qu'elle existe pour atteindre ces trois objectifs. Et quand on parle de nouveaux modèles de gouvernance, eh bien, ils ont un petit peu tous cette aspiration-là. Donc, le premier, c'est de permettre à chacun de se réaliser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux pouvoir, à travers mon emploi, non seulement ramener un moyen de subsistance à la maison, mais c'est avoir l'occasion de m'appuyer sur mes compétences, de m'appuyer sur mes aspirations, de m'appuyer sur toutes les parties de mon être, c'est-à-dire de pouvoir être présent avec
ne serait-ce que mes émotions, pas devoir systématiquement laisser ces émotions ou certains aspects de qui je suis au vestiaire dans le cadre de mon travail, et puis d'avoir une option pour voilà, découvrir, évoluer, changer, découvrir de nouvelles choses, me débarrasser peut-être des choses que j'ai plus de peine à faire parce que je les ai trop faites dans ma vie, pour avoir de nouveaux défis, défis pas dans le sens compétition, course, mais simplement stimulation. Le deuxième axe, c'est celui d'agir avec les principes du vivant. Alors, agir avec les principes du vivant, c'est une jolie phrase, mais derrière, qu'est-ce qu'on va y mettre? C'est d'une part une certaine forme d'agilité. C'est de sortir de ce qu'on appelle le prévoir et contrôler, d'essayer d'imaginer exactement comment on a envie que les choses qui se passent et mettre toute son énergie pour que ça passe comme on avait déterminé qu'elle devrait se passer. C'est épuisant. C'est vraiment quelque chose qui est épuisant et puis qui n'est pas nécessairement positif pour les gens avec qui on collabore, surtout quand on est dans une posture hiérarchique et qu'on exige de ses collaborateurs qu'ils arrivent à un but qu'on a défini indépendamment de la vie, de ce qui entoure. Donc c'est d'agir un petit peu plus avec se saisir de ce qui est présent. Ce qui est présent, c'est aussi la motivation des gens, c'est aussi les aspirations des gens, et puis agir pas à pas, en fait, dans ces directions-là. Et puis la troisième, eh bien, c'est contribuer au bien commun. Et ça aussi, c'est de ne pas imaginer qu'une organisation, elle existe juste par elle-même. Si cette organisation existe, elle est en interaction avec tout un écosystème. L'écosystème d'autres organisations qui attendent un certain nombre de choses d'elle, à qui elle fournit un certain nombre de choses, et que ces relations, elles ne se fassent pas dans un esprit de prédation, c'est-à-dire j'essaye de prendre plus que je ne donne pour être au final la seule qui reste, mais de bien comprendre quelle est mon utilité en tant qu'organisation au sein du tissu de tout ce qui se fait. Donc quand je parle d'organisation, ce n'est pas seulement des entreprises, hein, ça peut être des associations, ça peut être des collectifs. Bref, c'est tout groupe de gens qui cherchent à répondre à une fonction. Je fais souvent le lien avec l'organisme humain, d'accord. À l'intérieur de l'écosystème que je suis moi personnellement, eh bien, j'ai un certain nombre d'organes, j'ai le cœur, j'ai le foie, j'ai les poumons. Et chacun d'entre eux a une fonction bien spécifique. Il essaie de remplir sa fonction du mieux possible, mais pour bien remplir cette fonction-là, il n'a pas besoin de se mettre en concurrence avec les autres organes. Il ne s'agit pas de savoir si le cœur, c'est mieux que le foie ou que c'est mieux que les poumons. En fait, ils sont tous utiles. Et donc, contribuer au bien commun, c'est agir de concert ensemble pour que finalement, le tout eh bien, se porte le mieux possible. Le tout, c'est en moi ici, mais le tout, on peut le considérer à l'échelle d'une région, on peut le considérer à l'échelle d'un pays, bien sûr, on peut les considérer à l'échelle du monde entier, qu'il soit humain ou qu'il soit écologique, c'est-à-dire tenir compte de la biosphère et de mesurer quel est l'impact de notre organisation sur cet environnement. Voilà. Donc ces trois éléments, eh bien, on va les retrouver dans toutes les formes de gouvernance partagée que j'ai énumérées tout à l'heure, l'holacratie, l'olicratie, la gouvernance cellulaire. Il n'y avait pas la liste complète, il y a aussi la gouvernance organique, etc. Et puis, chacune va peut-être se focaliser plus sur un aspect que sur un autre. Elle va peut-être parfois en négliger un dans sa définition, mais on les retrouve quand même sous-jacents un petit peu partout. Et cette façon d'imaginer la façon de s'organiser, eh bien, c'est une façon d'amener la démocratie ou cette idée démocratique dans l'entreprise, dans l'organisation, dans l'école, dans la famille, parce que au niveau politique et au niveau social, il me semble que c'est clair et net
pour chacun d'entre nous que la démocratie, alors peut-être pas la forme de démocratie qu'on est en train de pratiquer maintenant, mais la démocratie euh, ou l'idéal démocratique, ça ne peut pas être autre chose qui nous porte en tant que société. En tout cas, on n'a, semble-t-il, pas trouvé mieux, et puis ce qu'on peut observer à gauche et à droite, c'est pas ça qui nous inspire. Et pour autant, on continue à différents niveaux, que ce soit le niveau familial, le niveau scolaire ou le niveau de l'entreprise, de mettre une autre énergie qui est quelque chose de plus centralisé, de plus directif. Et il est temps de faire le pas. Il est temps de faire le pas, de faire passer cet idéal démocratique dans le reste de nos structures. C'est ça le monde de demain. Mais en même temps, quand on dit monde de demain, eh bien, je crois qu'il est déjà là à beaucoup d'endroits. Il est déjà là dans les rencontres que peuvent faire passablement de mouvements sociaux. Je pense à la grève du climat, je pense à Occupy Wall Street, je pense à ce genre de choses. Et, euh, et on y est rendu, donc autant s'y intéresser. Voilà. J'ai un peu dépassé sur le temps, me semble-t-il, mais je suis au bout. Super, merci. Je peux dire aux participants et participantes qu'ils peuvent poser des questions dans le chat ou même intervenir, comme on n'est pas si nombreux, on pourra leur donner le micro. Moi, j'en ai une déjà, enfin j'en ai plein des questions en fait. La première, ce serait, tu as parlé de monde qui résiste. Oui. Tu as parlé de formes de combat en fait, hein, voilà. Et puis, à la CFDT, ça fait un moment qu'on est conscient et pris dans ce paradoxe de se dire, si on veut faire passer des valeurs de coopération, d'inclusion, les faire en combattant, ça devient antinomique, paradoxal. Et puis, il se trouve aussi qu'on est dans un... On ne peut pas faire abstraction du cadre. Tu as parlé... nous, on est dans l'éducation nationale. On est... Genre, c'est caricatural ce que je vais dire, mais enfin, on est dans le schéma que tu as décrit, on est presque encore à l'époque médiévale, hein, nous, dans le côté hiérarchique pyramidal. Hein, on le vit depuis un an de manière flagrante. On attend que la centrale, le terme employé dans l'administration hein, pour parler du ministère, c'est la centrale. Bon, voilà, il y a plein de termes comme ça qui sont très révélateurs. On parle de N+1, tu sais, tu connais ça aussi, Oui, N+2, etc. Tout ça est très révélateur. Voilà, donc ma question c'est, est-ce que dans ce cadre actuel, on peut quand même expérimenter alors, j'espère que tu vas me dire oui, parce que enfin, en fait, c'est ce qu'on fait. Mais est-ce que tu as des exemples? Est-ce que, voilà, dans ces organisations que tu peux accompagner voilà. Alors, bon, je ne connais pas le système français, hein, donc je n'ai pas nécessairement d'exemple. Mais il me semble que vous, en tant que syndicat, vous êtes déjà en train d'expérimenter un certain nombre de choses à Oui, oui. l'interne. Je sais qu'il y a d'autres endroits dans des équipes liées à l'administration où il y a un certain nombre d'expériences qui sont faites. Moi, là, je suis en train de travailler avec un institut fédéral, donc c'est au niveau suisse, qui est un système qui est hiérarchisé aussi passablement, mais à l'initiative d'une directrice particulièrement visionnaire, eh bien, il y a tout un gros département qui est en train d'expérimenter une nouvelle forme d'organisation. Ben voilà, on se rend compte que ça change passablement la perception que les gens peuvent avoir. Ils s'attendaient de cette directrice qu'elle change les choses. Et elle arrive en disant, ben non, en fait, c'est vous qui allez changer les choses. Donc, c'est quoi les problèmes que vous avez? Ok, quels sont les moyens dont vous avez besoin? Euh, Essayez de vous organiser pour proposer des solutions. Moi, mon job, c'est d'aller encore au-dessus, essayer d'obtenir tous les moyens dont vous avez besoin. Et voilà, ça peut être un petit peu déstabilisant, mais pour l'instant, ça a l'air de bien marcher. Donc, à mon avis, ça peut changer partout. Il faut juste une vraie volonté d'essayer. Et puis, il ne faut pas trop d'exigence non plus parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'expérimentation.
tout n'est pas arrêté. On découvre encore beaucoup de choses. On est au début de quelque chose. Et donc, ce qui est important, c'est que l'intention, elle soit juste. Il ne faut pas essayer de faire de la gouvernance partagée parce qu'on a envie d'augmenter notre productivité. Si on veut augmenter notre productivité, si c'est ça notre but, ben, autant chercher d'autres systèmes. Par contre, ça peut être une conséquence. C'est que si les gens sont mieux, peut-être que ça va leur faire augmenter leur productivité. Mais l'intention de base, c'est vraiment celle de ces 3 piliers que je présentais à la fin. Frédéric Laloux, lui, dit que c'est quand même très compliqué si, dans une structure hiérarchique, on n'a pas la tête, le haut de la pyramide qui est OK pour se lancer. D'ailleurs, il y a une question donc, de Johan qui est en lien avec ça. C'est, je pense que je vais pouvoir y réfléchir avec toi, puisque ça évoque le système scolaire, mais il demande quelles sont les premières étapes à mettre en place dans un établissement scolaire pour faire évoluer le système de gouvernance. Alors moi, je peux témoigner aussi de certaines expérimentations. Je pense, comme tu viens de le dire, qu'il y a la possibilité de se lancer juste dans un département. Ça a été fait. Alors je sais que j'ai rencontré par exemple le DRH de Engie, alors ce n'est pas l'éducation nationale, je prends un autre exemple, mais qui est un gros truc, hein, c'est énorme, mais qui avait fait ce choix stratégique-là de prendre juste un petit département et de se lancer. Ça existe aussi dans l'éducation nationale. Il y a le service informatique de l'Académie de Rennes qui s'est mis à l'holacratie. Il y a aussi une partie d'un ministère belge qui s'y est mis. Alors, je donne ces exemples-là qui sont réels et concrets. Et pour dire que je pense que dans un établissement, on pourrait démarrer, moi je l'ai fait dans mon établissement, par exemple, un projet qui est bien délimité, commencer à l'organiser en cercle. Donc, par exemple, nous, au Collège Chantenay, on avait un groupe qui existe toujours d'ailleurs, pour faire vite, de lutte contre le harcèlement. Et en fait, plutôt que d'essayer d'embarquer tout le collège dans un nouveau système de gouvernance, eh bien, avec le principal adjoint, avec l'infirmière, avec tout un tas de personnel, on a juste, dans ce groupe-là, commencé cette organisation-là, et en se disant, ça infusera ou ça infusera pas, mais en tout cas, on va pouvoir proposer ça voilà, dans ce cercle-là. Je ne sais pas si toi, ça t'évoque d'autres expériences ou... Mais moi, j'aurais envie de vous, de vous challenger. Je dirais, commencer par former les N+1 et N+2 de demain. C'est-à-dire, si demain, si vous arrivez à donner le goût de la responsabilisation, le goût de la participation, le goût de la collaboration à tous ces jeunes qui passent dans les murs de l'école, et demain, il n'y aura plus personne pour prendre ces postures hiérarchiques. Parce que ça, c'est aussi quelque chose que nous, on rencontre beaucoup dans les accompagnements qu'on fait, c'est que le vieux directeur hiérarchique, il part à la retraite, et puis il n'y a plus personne qui a envie de le remplacer. Il n'y a plus personne qui a envie de se mettre dans ses bottes du paternaliste, du tyran, du je ne sais pas quoi, de ce personnage central. Et dans leur recherche, ils arrivent à la gouvernance partagée en disant on a envie de travailler ensemble. On n'a pas envie qu'il y en ait un d'entre nous qui prenne le dessus sur les autres et qui lui dise quoi faire. Et donc peut-être que dans le domaine de l'enseignement, il y a quelque chose à faire là aussi pour que demain, il n'y ait plus personne qui ait envie de prendre cette posture de directeur qui sait tout, puis qui contrôle tout et qui définit les règles depuis le haut. Ok. Et alors sur ce terme proprement dit de gouvernance, c'est un peu un gros mot, hein, nous ici là. On n'aime pas trop, surtout dans l'éducation nationale. Et puis surtout, on a l'impression que ça concerne que les chefs, justement. Et on est un peu, même beaucoup, je trouve, moi, dans une espèce de cercle vicieux comme ça, où tant que la gouvernance ne concerne que ceux qui gouvernent, on a du mal à en sortir. Et on en parlait en préparant. Toi, je te posais la question.
comment on peut, dans des collectifs, faire en sorte que ça concerne tout le monde, quoi. Et que, moi, je le vois ici aussi, hein, dans le syndicat, hein, c'est-à-dire que voilà, c'est compliqué d'embarquer tout le monde. Et j'avais résumé ça en te disant comment faire prendre conscience à un poisson de l'eau dans laquelle il baigne. Hein, le système, c'était Jacques Fuchs qui m'avait donné cette image-là que je trouvais excellente. C'est-à-dire qu'on est dans un aquarium, on est tous là, les poissons, puis en fait, on oublie l'eau dans laquelle on baigne, et puis on voit même plus qu'elle est trouble, en fait, si personne change l'eau. Ouais. Ah oui. Voilà. Ah oui. Donc, c'est un sujet. J'ai bien conscience qu'on pourrait y passer 2 heures, mais voilà, cette question-là me semble cruciale. Je pense que ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que les gens qui viennent faire des formations chez nous, euh, la- je peux presque généraliser, mais la plupart, ils ont fait un burn-out où ils ont vécu une expérience super forte qui, à un moment donné, leur a dit non, non, mais je ne peux pas continuer comme ça. Donc, il s'est passé un truc qui leur a fait voir que l'eau était trouble. Mais la plupart d'entre nous, enfin, d'ailleurs nous tous, hein, parce que j'ai d'autres aspects de ma vie que j'ai peut-être pas remis en question, parce que je ne suis pas capable de cette perception-là. Et souvent, c'est parce qu'on arrive dans quelque chose de très fort qu'on prend conscience que ça ne peut pas être différent, enfin que ça doit être différent. Et bon, on pourra voir l'impact que peut avoir la crise sanitaire là-dessus. C'est-à-dire j'ai cette sensation que, dans ce que tu me disais hier, qu'il y a peut-être une prise de conscience que le système centralisé au niveau de l'enseignement, il a pas fait son job sur cette période-là. Et il y a pas mal d'endroits où il n'a pas l'air d'avoir fait son job, ce système centralisé, où ces élites qui sont censées tout savoir, tout connaître, ils ont pris des décisions à la con, ils nous ont raconté des bobards pour couvrir un certain nombre de choses. Eh ben, peut-être que ça sera un élément qui permettra à un peu plus de monde de se dire, OK, faut qu'on s'appuie sur autre chose, il faut qu'on s'appuie sur le terrain, parce que les gens qui sont sur le terrain, ils savent sûrement quelles sont les ressources à leur disposition et qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec les moyens qu'ils ont. Donc, si on leur faisait un petit peu plus confiance, eh bien, on serait capable de réagir un petit peu plus vite, quoi. Ouais, c'est en fait essayer de mettre en lumière les dissonances, quoi. C'est que là, ouais, c'est quand ça. Bon, c'est un peu dommage d'attendre que tout le monde soit en burn-out, peut-être, parce que il y a aussi, il y a aussi des phases, où, de sidération, quoi. Là, j'ai l'impression qu'on est encore un peu dans l'émotion et on a du mal à prendre ce recul en se disant, bah oui, c'est ça, c'est cette pyramide qui nous bloque. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Anne-Gaëlle, peut-être, qui voulait apporter une réflexion. Je ne sais pas si tu veux prendre la parole, Anne-Gaëlle, ou le dire directement. Non, je suis juste en pleine lecture de, de Daniel Fabre, sous les conseils de Gwen. Et c'est vrai que bon, ça remet plein de choses en question dans la façon d'enseigner, effectivement. Et ce que tu disais sur les élèves, d'en faire des élèves sujets, quoi, comme dit Daniel Fabre, de les autoriser à dire non, quoi, de les autoriser à pas faire forcément tout ce que nous, on voudrait leur faire faire. Et c'est vrai que c'est pas du tout ce qu'on nous a appris à faire en tant qu'enseignants, quand on nous a pas appris. Enfin, nous, voilà, on a un programme à faire, il faut aller au bout. Et donc, voilà, c'est juste que ça faisait résonner un peu des choses quand tu parlais tout à l'heure de la façon d'éduquer nos élèves. Voilà. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a 3 ans, j'ai participé à une émission de télé où on a exploré plein d'aspects liés un petit peu en gros, l'écologie, mais on avait fait un sujet sur l'enseignement. Et on était allé dans une école privée, école alternative un petit peu,
qui avait comme particularité d'enseigner autant la philosophie à des enfants qui avaient 7-8 ans que la programmation informatique à des enfants qui avaient 7-8 ans aussi. Et pendant que je discutais avec la responsable pédagogique, eh bien, en fait, elle avait classe, mais elle avait laissé ses enfants dans la cour de la récréation avec une consigne, c'était de trouver des moyens de résoudre des conflits. Donc, toujours des enfants de 7-8 ans. Et quand on a eu fini notre entretien, ben, elle est retournée vers eux et il y a une fillette, enfin 2 fillettes qui avaient travaillé ensemble et qui ont présenté, elles avaient une ficelle avec 7 nœuds. Et puis, elles nous ont expliqué qu'en fait, quand elle était fâchée avec sa copine, elle se mettait chacune d'un côté et que quand elle défaisait un nœud, elle disait un truc qui l'avait dérangé et que quand elles arrivaient, comme elles faisaient l'une l'autre, et puis quand elles arrivaient au milieu, puis qu'elles défaisaient le dernier nœud, eh bien, elles étaient sûrement de nouveau copines. Et franchement, moi, de voir des enfants de cet âge-là laissés en autonomie, qui arrivent avec des choses comme ça pour traiter d'un sujet aussi compliqué que les conflits, ça m'avait bouleversé. Mais c'est vraiment voilà, il y avait de l'éducation à la philosophie, il y avait des cercles de parole tous les matins qui étaient animés par les enfants eux-mêmes pour exprimer de la gratitude vis-à-vis des autres, etc. Et c'est vraiment c'est un autre aspect de l'école. C'est peut-être ça aussi une des questions à poser. C'est est-ce que l'école, elle est là pour nous apprendre des compétences techniques que sont les maths, le français, etc. Et puis que tout le reste, c'est du ressort des parents, ou est-ce qu'il y a un certain nombre de compétences sociales qui seraient aussi du ressort de l'école, partant du principe, dans une phase de changement, que les parents ne les ont pas, ces compétences sociales. C'est intéressant, le rencontre des cultures, parce que faire attention, parce que fillette, dans les Mauges, par chez nous, c'est une demi-bouteille de vin. Mais non, c'est juste pour la petite blague. Ouais, là, en fait, on retrouve là des choses qui nous tiennent, nous, à cœur beaucoup au SGEN. Hein, c'est les pédagogies alternatives aussi, hein, l'éducation nouvelle, la pédagogie Freinet, les choses qu'on soutient depuis un moment, mais qui ont du mal aussi, hein, effectivement, à percer. Moi, je voulais te poser la question aussi du cadre, encore une fois, dans lequel on est, hein, qui nous contraint beaucoup quand même, hein. Et notamment du contrat de travail et du lien de subordination. Oui. Est-ce que tu as réfléchi à cette notion-là et au fait que, comment se préserver de ne pas se retrouver hors la loi aussi, de ne pas s'exposer, parce qu'il y a cette crainte-là, et surtout dans un système où effectivement on ouvre très vite les parapluies, hein. On est dans une culture où, voilà, là dans la période, on voit bien, comme on est dans un prédire et contrôler. Contrôler, il ne faut pas faire de boulettes parce que sinon on va se faire c'est carotte-bâton, hein. Oui. Donc du coup, quand je dis on sort les parapluies, c'est surtout pas d'initiative pas trop sortir de la loi parce qu'on sait qu'il y a Darmanin qui... Oui. Okay. C'est une grosse problématique, ça. C'est-à-dire que c'est dans cette phase de changement, tu as besoin qu'il y ait plein d'aspects qui changent, y compris pour porter, par exemple, la gouvernance partagée, il faudrait qu'apparaisse une nouvelle structure de société légalement qui reflète ça. En France, vous avez déjà pas mal de choses, hein. Vous avez les SCOP, par exemple, qui sont une structure sociale que nous, on n'a pas en Suisse et qui serait sûrement soutenante sur un certain nombre de projets suisses. Mais probablement qu'on peut encore aller au-delà, c'est-à-dire qu'on peut créer un type de structure de société qui soit directement associé à ces modèles de gouvernance émergents. Et tant qu'ils ne seront pas là, eh bien, il faudra soit jouer dans une forme d'illégalité ou tout au moins d'inconnu, c'est-à-dire l'inconnu de savoir comment est-ce que ça va être considéré. Alors, moi, j'ai fait le travail sur la Suisse. J'avais rédigé un contrat de travail qui soit compatible gouvernance partagée. Je l'avais présenté à des juristes. En fait, ils sont pas vraiment capables de savoir
si ça va marcher ou si ça ne va pas marcher. Mm. Ce qui viendra le dire, c'est le jour où on se retrouvera devant un tribunal. C'est la jurisprudence, en fait. Jurisprudence, ouais, c'est ça. Tant qu'il n'y a pas de jurisprudence, c'est difficile de savoir si ça rentre dans les clous, si ça ne rentre pas dans les clous. Il n'y a personne qui veut vraiment se prononcer par rapport à ça. C'est peut-être à nous, du coup, d'aller dans les zones de flou, alors. J'aurais envie de t'orienter plutôt vers Bernard Marie. Je pense qu'il a eu beaucoup plus l'occasion de confronter le contrat de travail à la législation française au sein des accompagnements et des structures qu'il a changées. Et voir s'il y a de la connaissance qui a émergé de ça ou pas, quoi. Bernard Marie, pour ceux qui nous regardent, c'est Bernard-Marie Chiquet qui a amené l'holacratie en France, on peut dire ça, et qui actuellement, je crois, est dans pour ce que j'en ai vu dans sa réflexion, il en est à l'idée qu'on peut conserver les deux en fait en parallèle. C'est-à-dire garder vous le contrat de travail dans un cercle en fait en quelque sorte qui serait on préserve cette légalité là et puis hop on crée autre chose un peu en parallèle avec le management constitutionnel comme il l'appelle. Ce que j'ai cru comprendre qu'il y a comme grande difficulté, et ça se ressent probablement plus en France qu'en Suisse, c'est que si à un moment donné, on vous a demandé de faire des choses qui n'étaient pas officiellement dans votre cahier des charges, eh bien, vous perdez devant les tribunaux, quoi. Je crois qu'on est un petit peu moins à cheval sur le cahier des charges en Suisse, et qu'en tout cas, ce n'est pas un réflexe qu'on peut avoir de dire on m'a demandé de faire des choses qui n'étaient pas sur mon cahier des charges. Ouais. Voilà, c'est peut-être une culture aussi plus décentralisée, c'est là qu'on retrouve. Ouais. On a quelque chose de moins paternaliste en Suisse, de par la structure, du fait qu'on n'a pas une personne, mais un ensemble de personnes qui sont tournants, qui eux-mêmes fonctionnent de façon collégiale. Ça nous amène en tant que citoyens, à qui en plus on demande régulièrement de définir des grands axes d'orientation, notamment constitutionnels. Eh bien, ça nous met dans une posture qui est moins infantilisante, et ça se ressent aussi sur l'individu. On assume un petit peu plus ce qui nous arrive, on prend notre part plus de ce qui nous arrive, et on se retrouve moins rapidement au tribunal quand même, je crois. On a des syndicats et de besoin d'être protégés des abus de la même manière. Oui, tout à fait. Bon, merci beaucoup. Je demande si quelqu'un a une dernière question qui lui brûle les lèvres, qui voudrait la poser avant de partir. Regarde. Non, a priori non. Voilà, en tout cas, merci. C'était très intéressant, comme nous le dit Cécile. Et puis, à bientôt, à une prochaine. On te laisse le mot de la fin. Waouh. Voilà. Eh bien, bonne suite à tous et toutes. Et moi, comme mot de la fin, je dirais que dans l'exploration, dans la compréhension de ce qui pourrait être différent et qui pourrait fonctionner peut-être mieux, il y a une motivation à trouver, il y a un enthousiasme, une curiosité à cultiver. Et vraiment, je nous invite collectivement à prendre la balle au bond pour faire ce chemin, quoi. Voilà. Ok. Merci David. Salut. Merci à toi pour l'invitation.